Alors, on va commencer avec une image qui, je crois, est assez parlante. Imagine un homme qui est un véritable virtuose du temps. D'accord. Mais attention, hein, pas de son temps à lui, du temps des autres. C'est un directeur d'hôtel de luxe. Tu vois le genre? Mhm. Le type qui orchestre des séjours parfaits pour que ses clients, eux, puissent oublier le temps. Mhm. Le paradoxe, c'est que sa propre vie, c'est tout l'inverse. Exactement. C'est une course sans fin, un transit permanent entre deux aéroports, deux urgences. Il crée des cocons de sérénité, mais lui, il vit en plein dans la tempête. Et aujourd'hui, justement, on va se plonger dans un texte qui explore ça, à travers un récit, une sorte de conte moderne qui s'appelle « Le conte de Nana et de l'arbre des heures ». J'aime beaucoup ce titre. C'est une histoire qui montre comment une vie peut basculer complètement, non pas à cause d'un grand plan, mais par un accident, un hasard. Une découverte, littéralement, enfouie sous terre. Oui, tout à fait. Et notre mission ici, si on peut dire, c'est pas juste de raconter l'histoire, c'est vraiment de comprendre le mécanisme de cette transformation. Comment on passe de... Comment on passe d'une vie où on gère son existence comme un projet à une vie où on l'habite vraiment, pleinement. On va suivre cet homme qui fuit tout le temps pour comprendre ce qui le pousse enfin à s'arrêter. C'est une exploration fascinante de la différence entre être efficace et être présent. Ce qui me frappe d'emblée, c'est ce décalage. Comment un homme peut être à ce point un maître du temps pour les autres, tout en étant complètement esclave du sien. Qu'est-ce que ça nous dit sur lui avant même que l'histoire ne commence vraiment? Ben, ça nous dit qu'il est probablement un maître de la performance et de l'illusion. Il s'est créé une façade de contrôle, mais derrière, c'est le vide ou le chaos. C'est un peu le syndrome de l'architecte qui construit des maisons magnifiques pour tout le monde, mais qui vit dans une cabane. Ah oui, c'est une bonne image. Et le texte nous donne une clé tout de suite. Au milieu de tout ça, il a un seul refuge secret. Un arbre immense, un peu à l'écart, dans les jardins de son hôtel en Malaisie. Un arbre que personne ne regarde parce qu'il est, je cite, trop vrai. Trop vrai. J'adore cette expression. Ça sonne un peu comme une critique de notre époque, non? On veut de l'authentique, mais de l'authentique bien cadré, photogénique, pour Instagram. Et c'est exactement ça. Cet arbre, il n'est pas instagrammable. Il est juste là. Il n'exige rien et c'est précisément ce dont notre protagoniste a besoin. Un espace où il n'a pas besoin de performer. C'est le seul endroit où il n'est pas le directeur. Il est juste un homme, adossé à un tronc. Cet arbre, c'est son seul point d'ancrage dans une vie de faux-semblant. Elle, qui va faire dérailler toute sa routine. La mort de son chien. Mhm. C'est la première chose qui lui arrive depuis des années qui ne peut pas être déléguée, optimisée ou reportée. C'est une perte brute, un point final. Et son réflexe, c'est de se tourner vers son seul lieu de paix. Il décide d'enterrer son chien sous cet arbre. Et ce geste, qui a l'air si simple, c'est en fait une révolution dans sa vie. Pour la première fois depuis des années, il est contraint à une action qui est lente, physique, qui le reconnecte à la terre. Oui. Le texte a une phrase très juste là-dessus. Il dit « Chaque pelleté lui rappelait qu'il n'avait jamais appris à faire les choses autrement qu'en passant vite. » Ça parle. On a tous un peu ce sentiment parfois, non? Cette impression que si on ne va pas assez vite, on va être dépassé. Et lui, d'un coup, il est forcé de s'arrêter. Ce n'est pas juste creuser un trou, c'est creuser en lui-même, en quelque sorte. Absolument. C'est une confrontation physique avec sa propre fuite en avant. Et c'est souvent dans ces moments-là, quand on arrête de courir et qu'on se reconnecte à quelque chose de tangible, de primal, que le monde a la place de nous envoyer un signe. Et ce signe, il est là littéralement enfoui sous ses pieds. Sa pelle heurte quelque chose de dur, du métal. Il creuse avec ses mains et il déterre une vieille boîte rouillée, lourde de silence. C'est un moment complètement suspendu. Oui, on s'attend à trouver un vieil objet, un peu d'argent peut-être. Mais non. Ce qu'il trouve est infiniment plus précieux. À l'intérieur, il y a des photos jaunies d'une femme avec une beauté tranquillée, une lettre, datée de 1963. Et c'est là que l'histoire d'un autre vient percuter la sienne de plein fouet. Cette lettre, c'est vraiment le cœur du récit. Elle raconte une histoire d'amour immense, mais impossible. C'est ça. Un homme qui a dû renoncer à la femme qu'il aimait à cause des conventions sociales, de l'honneur. Elle a dû épouser son meilleur ami. C'est tragique. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est le ton de la lettre. Oui, il n'y a aucune amertume, aucune colère, juste une acceptation d'une dignité incroyable. Et il écrit cette phrase qui est une véritable leçon de vie. Aimer, parfois, c'est savoir s'effacer sans cesser d'aimer. C'est magnifique. C'est une vision de l'amour qui est à l'opposite total de la possessivité. C'est un don absolu. Un amour qui libère l'autre au lieu de l'enchaîner. Et c'est là que ça bascule pour notre protagoniste, le déclic. Ce qui le bouleverse, c'est pas tant la tristesse de l'histoire, mais la retenue de cet homme.
sa noblesse silencieuse. Mm. Et cette noblesse, elle agit comme un miroir qui lui renvoie une image de lui-même qu'il n'aime pas du tout. Il pense à toutes les fois où il est parti, où il a fui des relations avant qu'elles ne deviennent trop réelles. C'est la grande révélation. Et le texte formule ça parfaitement. Il dit « Il comprit qu'il n'avait pas fui l'amour, il avait fui le risque de rester ». C'est une distinction fondamentale. C'est énorme comme prise de conscience. On pense souvent que la peur de l'engagement, c'est une peur de l'autre, mais ce texte suggère que c'est souvent une peur de soi-même, une peur de la permanence, la peur que si on s'arrête de bouger, on devra se confronter à qui on est vraiment, sans l'excuse du prochain vol à prendre. L'histoire de cet inconnu de 1963 lui donne la clé de sa propre prison. Exactement. Et ce qui est beau, c'est qu'il ne reste pas paralysé par ça. Il agit. Guidé par l'adresse sur la lettre, il se rend dans un quartier voisin de l'hôtel, un quartier populaire, vivant, qu'il n'avait jamais pris le temps d'explorer en des années. C'est une métaphore parfaite, en fait. C'est ça. La vraie ville l'attendait juste à côté, mais il était trop occupé à courir dans son couloir de luxe pour la voir. Et c'est là qu'il rencontre Luminata. Nana. Et le texte insiste bien, hein, ce n'est pas un coup de foudre hollywoodien, c'est décrit comme une évidence, une reconnaissance mutuelle, silencieuse, comme s'il se disait « Ah, te voilà enfin !» Et Luminata, qu'il va appeler Nana, devient son guide. C'est un renversement total des rôles pour lui. Lui, le grand organisateur, il se laisse complètement guider. Elle comprend tout de suite qu'il est un homme qui a vu le monde sur des écrans dans des halls d'aéroport, mais qu'il ne l'a jamais vraiment parcouru. Alors, elle l'emmène marcher. Oui, Sans but, sans montre. Dans les marchés, les forêts, il découvre le plaisir simple d'être guidé. le moment du baiser sous la cascade est particulièrement symbolique. Ils sont trempés, rien n'est planifié, c'est... Totalement spontané. C'est l'image même du lâcher-prise. Il ne contrôle plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'il commence enfin à vivre. Et en parallèle de cette découverte du monde extérieur, on découvre son monde à lui, sa maison. Et là, le contraste est violent. Ah oui? Il vit dans une maison modeste, presque oubliée, remplie de cartons de déménagement qui n'ont jamais été ouverts. Ce n'est pas un foyer, c'est une consigne. Une salle d'attente. Les murs sont habités par l'absence. C'est l'incarnation de sa vie de passage. On connaît tous des gens qui vivent un peu comme ça, dans une sorte de provisoire qui dure. Comme si la vraie vie allait commencer plus tard. Ces cartons, c'est le symbole de ça. Exactement. Et c'est pour ça que l'arrivée de Nana dans cette maison, c'est un moment charnière. Elle n'entre pas seulement dans un lieu physique. Elle y fait entrer la vie. Elle ouvre les fenêtres. Elle ouvre les fenêtres, elle vide les cartons, elle plante des fleurs. Elle ne redécore pas, elle ressuscite l'endroit. Et en lui apprenant à habiter un lieu, elle lui apprend par extension à habiter sa propre vie. Et c'est là, un matin, en se réveillant avec le soleil sur son visage, qu'il découvre enfin sa place. Ce n'est plus un point de transit, c'est devenu un point d'ancrage. Et cet ancrage, il se solidifie de manière très touchante avec son intégration dans la famille de Nana. Surtout avec sa petite fille de 5 ans. Oui, Avec cette confiance instinctive que l'on donne seulement à ceux qui savent tenir leurs promesses. Et quand elle se blottit contre lui, il ressent le poids de cette confiance comme un trésor fragile. c'est un sentiment crucial pour lui. Pour un homme qui a passé sa vie à fuir l'engagement, ce poids doux de la confiance d'un enfant, c'est la preuve qu'il a changé. Ce n'est plus un fardeau qui l'étouffe, c'est un trésor qui le nourrit. Il ne veut plus partir, non pas par contrainte, mais par désir de protéger cette confiance. Il a trouvé quelque chose de plus précieux que sa liberté de mouvement, Oui, une raison de rester. ce qui nous amène au point culminant de l'histoire. Un moment d'une simplicité et d'une puissance incroyable. Un soir, sur la plage, il prend sa guitare. Un instrument qui devait être silencieux depuis longtemps, probablement. Et il chante une chanson pour Nana. Les paroles sont toutes simples, ma Nana. Mais dans ces deux mots, il y a la libération de tout ce qu'il n'a jamais osé exprimer. Sa voix tremble un peu, nous dit le texte, mais c'était parfait. C'est un moment magnifique, parce que ce n'est pas une performance. Lui, l'homme de la performance par excellence, offre ici quelque chose de brut, d'imparfait, et donc de profondément vrai. C'est une offrande. Oui. La musique est ressentie dans l'âme, comme une caresse sur les années perdues et retrouvées. C'est un acte de vulnérabilité totale. Et la larme qui coule sur sa joue, ce n'est pas une larme de tristesse pour le temps perdu, c'est une larme de reconnaissance, De gratitude. de gratitude pour le temps retrouvé, la gratitude d'être enfin arrivé. Et le texte conclut sa transformation avec 4 mots, presque comme une définition de son nouvel état.
Il est enfin là, entièrement. Aimant, choisi, choisissant. C'est un résumé parfait de son parcours, non? C'est un résumé parfait. Entièrement, il n'est plus divisé. Aimant, il a dépassé la peur. Choisi, il accepte d'être aimé. Et choisissant, il n'est plus le jouet des circonstances. Il est acteur de sa vie. Il choisit de rester. Donc, si on résume ce parcours, on a suivi un homme qui est passé de la gestion abstraite du temps à l'incarnation très concrète de l'instant. Il a fallu le choc d'un deuil et la découverte d'une histoire du passé. Pour lui donner la permission de vivre sa propre histoire, au présent. C'est ça. La boîte rouillée, en fait, elle ne contenait pas seulement une vieille lettre, elle contenait la clé de sa propre prison. Une prison dont il était à la fois le gardien et le prisonnier. Il pensait avoir besoin d'aller toujours plus loin pour trouver quelque chose, alors que la seule chose qui lui manquait, c'était la capacité de s'arrêter. Le message central est finalement assez simple, mais on a tendance à l'oublier. Parfois, les plus grandes transformations, elles ne se font pas en allant au bout du monde. Elles se font en osant explorer le territoire qui est juste à côté de nous. Oui, ces zones que notre routine, nos habitudes, nos peurs nous empêchent de voir. Pour lui, la vie l'attendait littéralement à 5 minutes de son lieu de travail. C'est fou quand on y pense. Et ça nous laisse avec une question finale, une pensée à emporter avec soi. Cette histoire, elle nous invite à nous interroger sur nos propres vies. Quelles sont les boîtes non ouvertes qu'on laisse dormir dans nos jardins secrets ? Quels sont ces quartiers inexplorés juste à côté de chez nous, au sens propre comme au figuré, qu'on ignore par habitude? Exactement. Et surtout, est-ce qu'on doit vraiment attendre qu'un événement, peut-être même un événement douloureux, nous force à enfin les découvrir ?